du journal. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 septembre. À la une ce soir, en période électorale, chaque partie prenante a un code de bonne conduite. Les partis politiques, les observateurs, les journalistes aussi. C'est lui des hommes des médias et en chantier ouvert ce matin par SENI à Caritas. Les villes, communes, les secteurs et les chefferies de la République démocratique du Congo ont désormais un tableau du bord pour n'est pas naviguer à vue. En plus de la loi organique sur la décentralisation, les entités territoriales décentralisées disposent d'une note circulaire qui éclaire leur chemin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par cette page triste. Une roquette a explosé au stade de l'unité de Goma dans la soirée de ce jeudi 28 septembre 2023. Manipulée par un militaire affardissé par mégarde, la roquette a blessé 4 personnes dont 3 joueurs de l'équipe Goma Academia of Leader Goal en pleine séance d'entraînement et un admirateur de football. C'est après le match du championnat de football de Goma soit fini. L'exposition a été observée devant la surface de réparation d'un côté du stade. Tous les blessés ont été pris en charge par l'hôpital provincial du Nord Kivu. Regardez. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 heures, une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Fait à Goma, le 28 septembre 2023. Revenons à Kinshasa où les chevaliers de la plume et du micro participent depuis ce matin à l'atelier de l'élaboration du code de bonne conduite en période électorale. Ces assises visent à lutter contre la campagne électorale précoce et ont été lancées au centre catholique par le représentant du rapporteur de la CENI en présence du rapporteur adjoint du CESAC, Tété Samba. L'objectif est d'adopter un code de bonne conduite pour lutter contre la campagne électorale précoce. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont se pencher sur les notions de base relatives au code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale, la gestion de la campagne électorale, dispositions juridiques relatives à la gestion de la campagne médiatique et à l'affichage des effigies de campagne, organisée par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec le CESAC, l'UNPC, les ministères du numérique et de médias. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de l'élaboration du code de la bonne conduite des journalistes congolais en période électorale a eu lieu jeudi 28 septembre 2023 au centre catholique Caritas. La CENI a besoin des journalistes qui couvrent les événements électoraux selon les règles de l'art. Il ne me reste qu'à souhaiter plein succès à cet atelier d'élaboration de 2 documents très importants, à savoir le code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale et les mesures de gestion de la campagne électorale. Le CESAC s'est fait fort d'adresser une énième mise en garde aux médias congolais enclins à prêter le flanc aux pulsions politiciennes de la campagne électorale précoce. Il a été clairement demandé à tous les médias qui s'adonnent à cette pratique, au mépris de la loi, de cesser immédiatement, sous peine de sanctions, conformément à la directive du CESAC. L'adresse du CESAC, dont question,
n'avait pas manqué de rappeler les dispositions de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Prennent part à ces assises les agents et cadres de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de l'Union nationale de la presse congolaise et des ministères du numérique et des médias. À la Chambre basse du Parlement, le projet de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2022 vient d'être déclaré recevable après avoir connu l'augmentation des crédits dans toutes les institutions du pays, et ce avant que les élus nationaux n'aient voté la loi, la prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours dans une partie du territoire national. C'était hier au cours de la plénière présidée par le speaker Christophe Mbosoko Diampouanga, Bernard Bodo et Sylvie Moembo. La condition première pour l'adoption d'un nouveau budget est l'adoption de la loi portant reddition des comptes de l'année N-1. Les élus nationaux se sont acquittés de cet exercice au cours de la plénière du mercredi 27 septembre 2023, conduite par le président Christophe Mbosoko Diampouanga. Avec des dépassements des crédits dans toutes les institutions du pays. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors de l'économie générale du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2022, a déclaré à l'Assemblée plénière en termes de chiffres et dépenses. S'agissant des recettes du budget général, elles ont été réalisées à hauteur de 23 863 milliards, sur une prévision de 20 408 milliards, soit un taux de réalisation de 116%. Elles sont constituées des recettes internes de l'ordre de 18 432 milliards et de recettes extérieures chiffrées à 5 430 milliards. Dans l'ensemble, les intervenants au débat ont, dans leur majorité, déploré les dépassements budgétaires. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à accorder comme prévu la rétrocession des 40% aux provinces génératrices des recettes? Peut-il éclairer notre lanterne? Après avoir rencontré les préoccupations de la plénière, le projet de loi portant reddition des comptes, exercice 2022, a été déclaré recevable et renvoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire qui dispose de 7 jours pour un examen approfondi. Au cours de la même plénière, 355 députés nationaux sur 360 ont voté oui, 5 députés ont voté non, aucune abstention pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le texte est renvoyé au Sénat pour seconde lecture. L'économie générale du dit texte a été faite par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiesi. Et les élus ont aussi voté la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo au cours de la même plénière conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati. 5 projets de loi de ratification pour renforcer l'arsenal juridique congolais ont été présentés par la ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Denikungi et Gelor Kimpianga. La Chambre haute du Parlement vient de voter 5 projets de loi de ratification présentés à l'hémicycle par la ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde de Sceaux. Rose Mutombo, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a relevé l'importance et la nécessité de ce projet de loi pour la bonne marche de la nation. Il s'agit notamment du projet de loi portant code pénal congolais, du projet de loi portant code de procédure pénale congolais, du projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, du projet de loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie et du projet de loi de ratification portant autorisation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Pour les 5 projets de loi de ratification des ordonnances loi, sur 109 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote les 5 projets de loi de ratification des ordonnances loi prises en exécution
de la loi portant habilitation du gouvernement de juin 2023. Il s'y est de noter qu'au cours de la même plénière tenue ce jeudi, les honorables sénateurs ont également voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, ce, après la présentation du dit projet de loi par la ministre d'État et garde de Sceaux, Rose Mutombo-Kissé, qui a souligné la détermination des FARDC pour ramener une paix durable dans cette partie du pays. Elle a aussi évoqué le fait que ces régimes exceptionnels permettent à nos vaillants soldats d'être encore plus efficaces sur terrain afin de bouter hors les agresseurs de la République démocratique du Congo. Kinshasa a accueilli les travaux de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Parmi les hôtes de marque figure le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de Chine, Zhang Fulin, a profité de sa présence à Kinshasa pour échanger avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature. Pati Tondouangou. L'entretien entre le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le vice-président du Conseil économique et social de la Chine a tourné autour du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine. C'était en marge de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. En fait, alors on s'est échangé et on a parvenu à un consensus important, c'est de consolider, renforcer l'amitié et la coopération sino-congolaise. Et on va élargir la coopération, améliorer l'amitié et pour un nouveau niveau. Mi-octobre 2023, il y aura lieu une réunion organisée par le Conseil économique et social de la Chine. On a lancé notre invitation pour Monsieur le Président du Conseil économique et social de la RDC. Il a déjà confirmé pour son participation avec cette. Par ailleurs, la question de la mise en œuvre des accords signés pendant la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine a occupé une bonne place lors de cette rencontre, a affirmé l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin. Les deux parties se sont réjouis des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des différents projets pour une coopération gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la Chine. La mobilité climatique en Afrique, c'était le thème de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique organisée à Kinshasa et qui s'est clôturée sous une note de satisfaction. Ces assises ont été sanctionnées par la signature d'une convention de collaboration entre le Conseil économique et social de la RDC et l'UCSA pour le lancement du Deep Dive de la RDC, c'est-à-dire le lancement d'une étude approfondie à mener sur la mobilité à Nimbalaka. C'est un pari gagné pour la RDC qui vient de mettre autour d'une table plus de 30 pays africains à Kinshasa, ceci dans un atelier organisé par le Conseil économique et social en collaboration avec l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique sur la mobilité climatique en Afrique. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a remercié tous les participants de leur apport pour la réussite de cet événement rendu possible sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, la République démocratique du Congo, nous nous trouvons au centre de la solution qui concerne aujourd'hui l'humanité. Il était tout à fait normal que l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique se réunisse ici chez nous pour essayer de réfléchir ensemble, d'analyser ensemble et finalement de proposer des solutions. Et la qualité de ces échanges finiront par produire des résolutions que nous nous permettrons de remettre auprès de nos dirigeants africains. Les projections sur la mobilité climatique en Afrique indiquent une migration interne d'environ 86 millions de personnes d'ici 2050 si aucune action n'est entreprise pour réduire les impacts du changement climatique, a déclaré Ahmed Reda Chame, président de l'UCSA.
Et Kinshasa vibre depuis ce matin au rythme du salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présidé la cérémonie d'ouverture de ces travaux organisés par le ministère de développement rural que chapeautent, vous le savez, le ministre d'État François Roubota, Anim Balaka et Jean-Pierre Ndolo-Dimazo. De l'innovation et de la transformation rurale de la SADC vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa du 27 au 28 septembre 2023 au Fleuve Congo Hotel. Ces assises portent entre autres sur la création d'emplois décents des jeunes dans le secteur agricole. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, représentant le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde empêché, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette activité, a encouragé les jeunes porteurs des projets innovants à adopter de nouvelles approches pour éliminer la pauvreté. Vital Kamerhe a appelé les Africains à se réveiller en privilégiant le développement rural. Que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit échanger avec l'Afrique. Et l'Afrique doit prendre conscience que l'heure est arrivée pour se réveiller. François Roubota, ministre d'État en charge du développement rural, pense qu'il est temps que la génération des jeunes porteurs des projets innovants puisse transformer les territoires ruraux en Afrique. Dans ce cadre, la priorité sera accordée aux investissements dans des projets de développement rural innovants sur les infrastructures rurales, le renforcement de la résilience, y compris pour les petits exploitants agricoles. Les salons de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC a rassemblé le ministère du Développement rural, la NEPAD, le PAM et la SADC. Pendant 2 jours, les experts de ces organisations vont sortir des recommandations qui vont trouver les nouvelles voies innovantes des sorties pour éliminer la pauvreté à partir de l'agriculture et aussi privilégier les développements à partir de la base. Comment rendre effective la mise en œuvre de la décentralisation? Et bien pour répondre à cette préoccupation, le ministre d'État Eustache Morandi vient d'édicter une note circulaire à l'intention de tous les animateurs des entités territoriales décentralisées sur le respect des textes des lois sectorielles, une boussole pour le fonctionnement des ETD. L'État avec Mireille Ndeki. Mise en œuvre effective de la décentralisation, le batteries sont en marche avec le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mohanzi Mumbembe. À la veille des élections, les ETD devront jouer pleinement leur rôle pour la réussite des élections provinciales, municipales et locales, et ce grâce au transfert de compétences comme voulu par la Constitution de la République. Soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État, celle du développement de 145 territoires, le patron de la décentralisation tient à maintenir le cap pour un développement intégral de ZTD. Le 10 août dernier, il a édicté à ce sujet une note circulaire en l'intention de tous les animateurs de ZTD sur le respect de textes de loi sectorielle. Cette note fixe et explicite le fonctionnement de ZTD, le rapport entre le gouvernement central et les provinces en matière de la décentralisation et la tutelle de ZTD. Maître Eustache, qui a créé une approche de proximité avec tous les services de son ministère, a, au cours d'une émission réalisée à l'occasion de la Journée africaine de la décentralisation, dévoilé son plan d'action axé autour de grandes priorités à tous les agents de ces différents services, parmi lesquels la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de dresser les bilans des ETD, l'initiation de la révisitation du cadre juridique qui régit la décentralisation en RDC et celle de travaux d'actualisation et de rationalisation de la stratégie nationale de transfert de compétences et des ressources aux provinces, ainsi que l'élaboration du programme d'action PAP. Les ministres d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle restent optimistes et au fin de renforcer l'autorité de l'État et de redynamiser l'administration au sein de ZTD, une mise en place générale des animateurs de ZTD en attendant les élections, notamment le chef de secteur, a été signée ces jours par le ministre d'État. La décentralisation est effectivement relancée. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'extrait de l'émission sur la journée africaine de la décentralisation.
Et comme vous le venez justement de suivre dans ce reportage, le ministre d'État en charge de décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Mohanzi, vient de sanctionner cette mise en place générale des animateurs des ETD, notamment des chefs des secteurs de toutes les provinces par un arrêté ministériel signé ce jour, et ce en prélude des élections provinciales, municipales et locales afin de redynamiser l'administration au sein des entités territoriales décentralisées. Plus de 400 chefs des secteurs viennent d'être nommés. Les détails à suivre dans le journal officiel. Parlons à présent de l'environnement avec la tenue de cette première réunion du comité de pilotage du programme de gestion durable des forêts, programme qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Et c'est la ministre d'État Eve Bazaïba qui a ouvert ses travaux à l'hôtel Béatrice Chimendondo. Le programme de gestion durable de forêt s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, et vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable de pays ciblés à travers la mise en place du Fonds national REDD+. Fonds destiné entre autres à la mise en œuvre de plans d'investissement REDD+. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a lancé ses travaux du comité de pilotage, a présenté ses projets comme un outil d'amélioration de la gouvernance forestière. Nous voulons une meilleure orientation et pilotage du secteur à travers une gestion forestière désormais guidée par la politique forestière qui épouse la vision commune du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que les activités forestières régies par un cadre réglementaire plus adapté. Cette première session a eu pour objectif de présenter le PGDF et ses avancées, valider le programme de travail et le budget annuel, présenter le plan de passation de marché et du manuel de procédure opérationnelle. Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga où la ministre d'État en charge du portefeuille s'est rendue dans les installations de la société Mining Mineral Resources spécialisée dans la transformation et l'exportation de l'étain métal. Sur place, Adel Kainda a encouragé ces initiatives qui contribuent sans nul doute à l'essor national. Angèle Mabéalandou. Mining Mineral Resources, qui fait partie du groupe Sodimka, a reçu la visite de la ministre d'État en charge du portefeuille. Cette société minière qui produit de l'étain métal fait parler d'elle de nos jours après que Zahir Étain ait produit le dernier lingot d'or en 1997. De l'exploitation de la cassitérite à la production du lingot d'or, ce minerai passe par plusieurs étapes. L'histoire de l'étain a toujours connu une chute vertigineuse, mais MMR tient le coup avec ses machines industrielles et une technologie moderne. Aujourd'hui, la RDC produit de l'étain métal et ce four-là, c'est le deuxième four en Afrique, un four qui peut produire de l'étain avec cette pureté-là. MMR possède des mines et aussi achète la production artisanale. MMR a exporté jusqu'à 7500 tonnes de cassitérite concentrée. Ici, les experts, ça donne l'exploitation minière donc, de la cassitérite. Après plusieurs transformations qui passent dans différents fours, nous avons le résultat, c'est lingot d'étain qui pèse donc 25 kilos. Pour l'exportation. Cette entreprise a une fondation qui a un hôpital moderne permettant aux populations avoisinantes d'avoir accès à des soins de bonne qualité et gratuitement, une école viable où les élèves reçoivent gratuitement des fournitures scolaires. Plusieurs routes de dessertes agricoles ont été réhabilitées par cette entreprise, permettant ainsi l'évacuation de produits agricoles. Il va sans dire qu'avec la production de l'étain en métal, on parle ainsi d'une valeur ajoutée. La patronne des entreprises publiques, la princesse Adel Kaina Maïna, s'est dit satisfaite du fonctionnement de cette entreprise qui offre les opportunités d'emploi à plusieurs Congolais, contribuant ainsi à l'épanouissement de leur famille. Dans l'est du pays, la présence massive des enfants dans les rangs des groupes armés en Ituri et aux environs préoccupe l'UNICEF. Sa directrice mondiale en charge de la protection de l'enfant a exprimé cette inquiétude aujourd'hui à Bunia, au gouverneur militaire Luboya Nkashamadjoni. Junior Selemani.
La directrice mondiale en charge de la protection de l'enfant au sein de l'UNICEF basée à New York s'est dit préoccupée de la situation des enfants victimes de violences armées. En Ituri, selon elle, cette catégorie sociale est la cible des groupes armés. Elle fait cette déclaration ce jeudi 28 septembre 2023 à Bunia après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Pour Madame Shema Sen-Gupta, l'air a sonné pour mobiliser le gouvernement et certains partenaires internationaux en vue d'arrêter la souffrance de ces enfants. Nous sommes très préoccupés par la situation des filles et la situation de la violence à l'encontre des filles et aussi par la situation de tous les enfants. Nous sommes très préoccupés, notamment en ce qui concerne le recrutement et le risque de recrutement par les groupes armés. Nous espérons deux choses. La première chose, c'est que nous sommes engagés à ramener l'attention mondiale sur les enfants en Ituri. Deux, de continuer à appuyer tous nos partenaires et le gouvernement afin qu'ils puissent aussi trouver une solution à la situation des enfants en Ituri. Depuis la mise en place de l'état de siège en Ituri, des efforts sont consentis jour et nuit par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni dans le but de stabiliser cette partie du pays afin de garantir les meilleures conditions de sécurité à la population locale, surtout celle des enfants. À Kinshasa, où le mouvement de grève des professionnels de transport routier poids lourd axe Kinshasa-Matadi vient d'être levé. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présidé la tripartite entre l'intersyndicale professionnelle de chauffeurs poids lourds, l'employeur et le gouvernement. Les différentes parties ont donc convenu la levée de la grève. On écoute plutôt le président de l'intersyndicale professionnelle. Vu la paralysie observée sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, la seule route d'approvisionnement de la ville-province de Kinshasa, considérant la flambée des prix qui s'en est suivie, il est convenu ce qui suit. La mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes des transporteurs routiers et proposer des solutions à court, moyen et long terme. La convocation de la tripartite dans la huitaine par le gouvernement en vue de trouver des solutions durables sur toutes les revendications des travailleurs. Les parties prenantes optent pour les mesures urgentes ci-après. La levée de toutes les barrières régulant l'entrée des poids lourds dans les différentes villes sur la nationale numéro 1, dont le tronçon Kinshasa-Matadi. Suspension des limitations des horaires de livraison dans les villes de Kinshasa et Matadi. Lancement de l'identification de toutes les sociétés et établissements œuvrant dans le secteur, ainsi que tous les chauffeurs professionnels poids lourds. La réactivation de la commission timbre routier en vue de l'identification permanente des opérateurs du secteur. Suspension de la grève à la signature du présent protocole d'accord, le temps pour l'intersyndicale de rejoindre toutes les bases disséminées sur la nationale Axe Ouest et passer le message aux membres grévistes. L'université de Lubumbashi continue à s'ouvrir davantage au monde pour une recherche scientifique de qualité. Tel est l'objectif de la visite du consul général de la République d'Afrique du Sud à Lubumbashi. Il a échangé avec le recteur des cet alma mater. Les détails dans son reportage. Shiba Fitoula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, a accordé une audience à la consul générale d'Afrique du Sud à Lubumbashi dans la matinée de ce 26 septembre 2023. Plusieurs points ont fait l'objet de leurs échanges, c'est notamment l'annonce de l'organisation d'une conférence par Mme Nosisielo Mbele et qui sera centrée sur Mme Charlotte Mateke, l'une des militantes de l'activisme social en République sud-africaine. Au sortir de l'audience, la consul générale d'Afrique du Sud, Mme Nosisielo Mbele, s'est confiée. Madame a eu une très bonne impression lors des échanges avec M. le recteur. Nous n'avons pas parlé que de la conférence, mais nous avons parlé également d'autres projets que nous avons l'intention de mettre sur pied avec l'université de Lubumbashi. Alors, la raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer, ou Madame est venue rencontrer M. le recteur, c'est pour parler de la conférence que le consulat d'Afrique du Sud a l'intention d'organiser au mois d'octobre, précisément le 4 octobre. C'est pour parler de Mme Charlotte Mateke, qui est une femme qui a lutté qui a été dans l'activisme social.
forward for us in South Africa and Africa at large. Dans la suite, une visite de la salle Monseigneur Chibango Chichiku et du salon royal a été faite. C'était avant de coucher quelques mots dans le livre d'or de l'UNILO. Les banques commerciales et les institutions des microfinances ainsi que les coopératives sont décidées d'accompagner la Banque centrale du Congo dans la stabilité de la monnaie et la promotion de l'inclusion financière. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la réunion trimestrielle tenue par la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et Jeannie Chabani nous en dit plus. Je vous en prie, asseyez-vous. La Banque centrale du Congo est l'organe de régulation des institutions financières, à savoir les banques commerciales, les institutions de microfinance, ainsi que les coopératives d'épargne et de crédit. C'est dans cette optique que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi-Mbui, a conféré avec les banques commerciales sur leur rapport dans la stabilité du franc congolais, la monnaie nationale, au cours de ces réunions trimestrielles. Il était question d'examiner la situation relative à la stabilité de la monnaie nationale et également à la promotion de l'inclusion financière. À ce sujet, les responsables des institutions financières ont révélé à l'autorité monétaire Malangu Kabedi-Mbui leur souci d'accompagner la Banque centrale du Congo dans cet exercice. Le taux directeur a sur l'impact, cet engagement de la Banque centrale, cette intervention, elle a fait sur la stabilisation du taux de change. Et on accompagne ce processus avec aussi une éducation financière que c'est très très important. Avec la Banque centrale, nous pouvons arriver aussi à freiner d'abord la dépréciation de la monnaie, la stabiliser et voir dans quelle mesure on pouvait aussi faire une appréciation. Nous avons fait les diagnostics et c'est de là que nous avons également participé à la mise en place d'un certain nombre de mesures pour pouvoir évidemment freiner la dépréciation de la monnaie locale, mais aussi stabiliser les autres éléments qui, d'une façon directe ou indirecte, peuvent influer sur la valeur de la monnaie. Nous voudrions que les projets de loi qui sont en préparation soient adaptés aux réalités du moment. La Banque centrale est en train de mener de recherches ou des efforts qui sont en train de fournir pour essayer de stabiliser la monnaie au niveau national. Et ce communiqué, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle, porte à la connaissance du public en général et des services d'assiette en particulier la perte de 10 notes de perception. À ce sujet, elle sollicite la collaboration de toute personne disposant d'informations susceptibles de retrouver les dites notes de perception, de la contacter à son siège situé au croisement des boulevards Tchachi et Palais de la Nation en face de la Banque centrale du Congo dans la commune de la Gombe. Ainsi, en entendant l'aboutissement de l'enquête en cours, toutes ces notes de perception sont frappées d'opposition. Jean-Lucien Bonimé Ekofo. En politique, les habitants de la commune de Kisenso ont été sensibilisés sur le processus électoral et les réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la population par le secrétaire général du parti. Pour Augustin Kabouya, la commune de Kisenso a bénéficié de plusieurs actions du chef de l'État Alain Bikaï. À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'IDPS est sur tous les fronts pour préparer les troupes à l'assaut final ce 20 décembre. C'est dans cette optique qu'il a effectué une descente dans la commune de Kisenso pour échanger avec la base de son parti sur les enjeux politiques de l'ère. Une visite qui a émerveillé les habitants de ces coins de la capitale qui n'ont jamais reçu un secrétaire général du parti au pouvoir. Très ému par laquelle lui réservait, Augustin Kabouya a appelé la population de Kisenso à soutenir la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise les désenclavements de leur contrée. C'est dans cette optique qu'il a présenté les réalisations du président de la République en faveur des habitants de cette commune. C'est notamment la construction de la route de la paix qui va déboucher au Congo central et l'usine de captage d'eau de Lembaïmbo pour les desservir en eau potable. Connu pour son franc-parler, le surnommé AK-47 a donné sa position par rapport à la proposition de loi dite Tchani. Le nouveau président gabonais a parlé. Il n'a pas eu peur de qui que ce soit. Il a dit ceci: pour être président au Gabon, il faut être gabonais de père et de mère. Je pense que c'est une décision responsable. Même ici chez nous, l'initiateur de cette loi, pour être président dans ce pays,
il faut être Congolais de père et de mère. Il n'a péché à aucun endroit. Ça c'est bien. Mais pourquoi cette question fâche ici chez nous? On veut défendre qui? Est-ce que vous allez accepter que les étrangers viennent nous diriger? Quant au banditisme urbain, appelé communément Kuluna, observé dans cette commune, Augustin Kabouya a invité la population à coopérer avec les services de sécurité. Toujours en politique, les actions posées par le chef de l'État dans plusieurs secteurs de la vie nationale suscitent l'admiration. C'est le cas du regroupement politique AA-BGC qui redit son soutien au président de la République, Chimène Dondo. Ils sont nombreux ceux qui se rangent derrière les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour parachever les réalisations menées pour le développement de la RDC, le regroupement politique AACPG, membre de l'Union sacrée de la Nation, encourage le président de la République à se représenter pour un second mandat. Soutenons sans la moindre réserve la candidature de son Excellence, Messieurs Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances électorales qui pointent à l'horizon, afin de bien matérialiser sa vision qui a déjà commencé à donner des résultats probants dans beaucoup de domaines, en l'occurrence l'éducation, la santé, la diplomatie et les infrastructures, sans oublier surtout la lutte contre la corruption et l'impunité. Soutenons sans faille l'organisation des élections générales de 2023 par la CENI conformément aux lois de la République. Invitons la communauté internationale à accompagner les institutions de la République pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Mettons en garde les ennemis de la République qui ne jurent que sur des chemins détournés. Dialogue politique et autres voies de fait. Ces regroupements est constitué de plusieurs formations politiques qui soutiennent la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résumée dans la célèbre phrase « Le peuple d'abord ». L'ambiance était de grands jours. Tout à fait autre chose à présent. La polémique autour de la véritable appartenance du stade de Mazembe à Lubumbashi. La question était au centre de l'audience accordée hier à un groupe d'anciens joueurs du tout puissant Mazembe des années 1960 par le conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, recherche scientifique culturelle, l'abbé Théodore Tshilombo au palais de la Nation. Regardez. Ils ont fait la pluie et le beau temps de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert des années 1960 et début 1970. Eux, ce sont les anciens joueurs de l'équipe noir et blanc, septuagénaires aujourd'hui, venus toquer à la porte du cabinet du chef de l'État pour réclamer justice. Reçus par le conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, l'abbé Théodore Tshilombo Wakabea, ses anciennes gloires du TP Mazembe, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football entre 1967 et 1971, alors Coupe d'Afrique des clubs champions, réclame être initiateur auprès du maréchal Mobutu du projet de construction du stade de Mazembe érigé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Selon les dires de André Kalonzo, ex-avant-centre de l'équipe Mazembe Anglebert, l'appartenance de cet édifice serait abusivement attribuée à Moïse Katumbi, l'actuel président de ce club. Nous sommes venus voir le conseiller pour lui demander d'essayer de soutenir l'action que nous menons pour essayer de récupérer nos droits sur le stade TP Mazembe de Lubumbashi. Ce stade s'appelait dans le temps le stade Mwanké. Nous avons obtenu l'achat de ce stade par le président de la République de l'époque, M. Mobutu, et quelques années plus tard, M. Katumbi, que notre ami Kamba Célestin avait amené à l'équipe TP Anglebert, s'est pratiquement approprié de ce stade. Et les joueurs qui ont produit ce stade
ne bénéficient de rien du tout. Zéro. Dans les faits, l'histoire renseigne que lors de la mutation de l'équipe en société, le groupe constitué des 21 joueurs devrait également être bénéficiaire des recettes du stade Mazembe, ce qui n'a pas été réalisé. Il souligne que sur les 21 footballeurs ayant fait la campagne auprès du président Mobutu à l'époque, seuls 4 sont en vie et les 17 autres, déjà décédés, sans bénéficier des fruits de leur démarche. Toutes les tentatives menées auprès de l'actuel président du tout-puissant Mazembe se sont avérées vaines. Nous sommes parmi les survivants et depuis 10 ans, on se bat pour essayer de convaincre M. Katumbi pour qu'il réfléchisse comme il faut, qu'il nous donne ce à quoi nous avons droit. Le stade TP Mazembe produit des recettes. Ce n'est pas normal que nos gens croupissent dans la misère. Nous avons tout fait pour rencontrer M. Katumbi et parler de ce problème en famille. Mais M. Katumbi ne nous reçoit pas. Il refuse de parler avec nous sur ce dossier. Donc il n'a aucune considération sur ce qu'a été notre contribution. De son côté, le conseiller principal du chef de l'État, l'abbé Théo Tshilumba, a promis de transmettre le dossier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces icônes du football congolais soient finalement rétablies dans leurs droits les plus légitimes. La journée de mercredi 27 septembre 2023 restera celle d'une bonne moisson. Pour la visite officielle de la ministre de la Culture et Arts et Patrimoine en France, Catherine Katungu-Fura a plaidé pour la coopération internationale avec la France dans le secteur du cinéma et des archives et la restitution des biens culturels. Elle a dit à Madame Rima Malak du ministère français de la Culture. La coopération institutionnelle avec la France dans le secteur du cinéma, des archives et de la restitution de biens culturels justifie la présence de la ministre de la Culture Catherine Katungu-Fura au ministère français de la Culture à Paris. La France va ainsi former des cinéastes, des réalisateurs et autres producteurs congolais du 7e art. Ce programme, qui avait commencé de manière officieuse à l'époque, sera formalisé entre Kinshasa et Paris. Pour le conseiller Mathieu Fournette, en charge du cinéma, des affaires européennes et internationales, tout est mis en œuvre. Et les CV des culturels congolais sont déjà programmés pour différentes formations. Toujours au chapitre de la formation de Congolais, Charles Personnaz de l'Institut national du patrimoine français, lui va s'occuper de la formation des conservateurs du patrimoine, de l'identification, de l'inventaire, de l'enregistrement et de la protection des patrimoines culturels congolais. Ce jeudi 28 septembre 2023, l'UNESCO organise une soirée spéciale Katungu-Fura afin de projeter les innovations que la ministre congolaise apporte dans son secteur culturel. Une expérience qu'elle partage avec la diplomatie culturelle française. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Kisenso, à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Mamie France Zaina. Moi, je vous reviens demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.